Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des finalistes de 2024. Les Celtics de Boston qui pointent actuellement à la 6e place de la conférence Est avec un Jaylen Brown de gala et les Mavericks de Dallas qui ont peut-être trouvé une solution au poste de meneur de jeu. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Et bien évidemment Charlie, on va avoir une grosse partie actu aujourd'hui forcément avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Il y a plusieurs sujets à aborder, plus ou moins importants. On va commencer par le décès d'Elden Campbell à 57 ans, drafté en 27e position par les Lakers en 1990. Il a joué 9 saisons sur ses 15 en carrière dans le club californien. Il a fait un passage aux Hornets. Il a remporté un titre avec les Pistons, où il avait un rôle non négligeable dans cette conquête du titre, qui s'est déroulée face aux Lakers. Voilà, donc je voulais juste avoir un petit clin d'œil pour Elden Campbell parce que c'était un joueur que j'ai beaucoup aimé au tout début où j'étais fan de basket, où le premier match que j'ai regardé de toute ma vie, c'était un Lakers Jazz où il y avait encore Magic Johnson, il y avait Karl Malone, Stockton, il y avait tout ça, Mark Eaton, je me souviens, qui m'avait très impressionné. Et il y avait Elden Campbell, donc qui était un genou absolu. Et voilà, je suis triste pour lui et c'est un joueur dont je gardais un souvenir. Donc je voulais juste faire ce clin d'œil. Je sais pas si tu as un mot à dire sur ça. Non, mais c'est encore un joueur que moi j'ai assez peu connu finalement. Quand j'ai commencé à suivre la NBA, il était plus aux Lakers. Ouais. J'avais un souvenir de lui contre les Lakers lors des finales 2004 et après vérification, c'était bien le cas comme tu l'as mentionné. Il était à Détroit cette année-là. Écoute, 57 ans, c'est jeune. Courage à sa famille en espérant que la Ligue et les Lakers, où comme tu l'as dit, il a passé une grande partie de sa carrière, lui rendront hommage. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre qu'à une époque de ta vie, tu as été fan des Lakers, ce que je ne savais pas. Bah écoute, Magic Johnson, c'était quand même difficile de passer au travers au tout début où je me suis intéressé au basket. Et c'est vrai que c'était un joueur extraordinaire, quoi. Il y avait un petit côté Jokic dans le jeu de Magic Johnson. Il y a cette création incroyable, Oui. cette façon d'élever le niveau de tous ses coéquipiers. Chez Magic Johnson, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. C'est un joueur, dès qu'il était sur le terrain, il était capable de créer un collectif rien que par sa présence et sa vision du jeu, le rythme qu'il arrivait à imposer sur le terrain, le fait qu'il ait une taille complètement disproportionnée par rapport à son poste. C'était quand même quelque chose, Magic Johnson. On oublie, mais c'est un joueur absolument extraordinaire dans l'histoire de la Ligue. Tout à fait. Donc voilà, Zion Williamson encore blessé, cette fois aux adducteurs, il sera réévalué dans 3 semaines. On verra jusqu'où ça nous mène, hein. Il peut être absent 3 mois, voire pour la saison, on ne sait jamais avec Zion Williamson ce qui peut se passer. Ce qui m'a intéressé beaucoup, moi, c'est que certains insiders annoncent qu'il a peut-être joué son dernier match pour les Pelicans, tout en soulignant que le marché des transferts est faible le concernant. Donc on va voir si le front office va prendre une décision ou pas. Bien évidemment, alors qu'il est, le marché pour Zion Williamson est extrêmement faible. Il a été dit également que les dirigeants pourraient accepter une offre moindre juste pour s'en débarrasser et lancer la construction autour de leur rookie et des autres joueurs qui sont dans l'effectif. Trey Murphy notamment. Donc voilà. Écoute, c'est lassant de parler de Zion Williamson blessé, mais ça ne fait que renforcer. On a déjà parlé de ça cette saison déjà, puisque c'est pas la première fois. On a parlé de Jeremiah Fears et de Derrick Queen. Ça ne fait que me conforter dans l'idée que les Pelicans doivent absolument sortir du marché Zion Williamson, quoi. Enfin, de cette histoire de Zion. Ouais, bah écoute, c'est le running gag continue malheureusement, et encore c'est même pas drôle parce que personne ne souhaite à Zion de continuer à enchaîner les blessures, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle chaque année, plusieurs fois par an. Voilà, effectivement, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de marché aujourd'hui pour Zion. Ça devient beaucoup trop récurrent cette blessure. Et il a fait quoi? Il a fait 2 saisons. Il a fait 2 saisons à peu près complètes dans sa carrière depuis 2019. C'est évidemment beaucoup trop peu. Donc ouais, globalement, j'ai un peu l'impression que cette année, il y a plusieurs
entre guillemets stars présumées, du moins joueurs qui étaient attendus comme des stars, qui ont été vendus comme des stars, qui ont été hypés comme des stars, qui se retrouvent sur le marché, sauf qu'on se rend compte qu'en fait aujourd'hui leur cote réelle sur le marché, elle est très faible, que ce soit Zion, on a évoqué aussi le cas Lamelo, le cas Ja Morant, tous ces mecs-là, on se rend bien compte qu'entre ce qui était attendu et ce qu'on constate, il y a un gros écart. Et ouais, le cas Zion, c'est triste parce que on va le dire encore et toujours, hein, à chaque fois, enfin les 2 saisons où il a eu l'opportunité d'enchaîner les matchs, où on a pu le voir de manière durable sur un parquet, on a bien vu quel super joueur de basket il peut être, personne ne remet ça en question. Le problème, c'est sa capacité à tenir le rythme, et ça, pour le coup, on commence à se rendre compte que c'est pas possible. Oui, complètement, ouais. Et ce qui sauve un peu les Pelicans, c'est la mise en place de ce contrat par palier, c'est-à-dire que tu as seulement 20% de son salaire qui est garanti, et après tu as différents paliers, tu as un palier à 40% pour 41 matchs joués avec d'autres clauses, tu as un palier à 51 matchs, tu as un autre palier à 61 matchs, et pour avoir la totalité de son contrat, il faut qu'il coche un nombre de cases incalculables. Donc, grosso modo, ce qui se dit, c'est que si les Pelicans arrivaient à trouver un partenaire pour récupérer son contrat, c'est potentiellement une équipe qui voudra, elle, se débarrasser d'un joueur qui a un salaire, pour le coup, qui est lui garanti. Ouais. Eux, prendre le contrat de Zion et ensuite le vider pour ne payer dans leur compte financier seulement la partie qui est garantie. Ouais, c'est ça. Et ça peut paraître rien du tout, hein. Tu vois, les paliers que t'as évoqué un palier à 41 matchs. On peut croire que c'est rien, 41 matchs. En réalité, Zion, 41 matchs sur une saison, il l'a fait 2 fois dans toute sa carrière. Et tu vois, c'est déjà énorme pour lui. Et il n'y a aucune garantie, par exemple, que cette saison, il soit capable de l'atteindre. Oui, complètement, ouais. Et de toute façon, je pense effectivement que aujourd'hui, les Pelicans, ils ont sacrifié ce fameux pic de 2026 qui appartient désormais aux Hawks d'Atlanta euh, pour, euh, pour prendre Derrick Queen. Bon, je pense que désormais, il va falloir assumer le truc jusqu'au bout. On voit bien que les chiffres, le peu de matchs que Zion et Derrick Queen ont joué ensemble, ça ne convient pas. Zion a besoin d'avoir... Voilà, ça ne fit pas du tout. Ils ont tous les deux besoin d'avoir le ballon dans les mains. Derrick Queen a besoin probablement d'avoir un profil défensif à ses côtés pour pouvoir vraiment exprimer l'étendue de son talent, que ce soit un ailier fort ou un pivot défensif. Et effectivement, si tu regardes la carrière de Zion Williamson aujourd'hui, ses matchs en carrière, c'est 24, 61, 29, 70, 30. Et pour l'instant, il a joué 10 matchs cette saison. Ouais, sachant qu'il y a une saison blanche quand même au milieu. Voilà, exactement, ouais. La saison 2021-2022. Donc, écoute, je persiste et je signe sur le fait que il faut que les Pelicans se sauvent de cette situation. Et même Zion, peut-être que un départ pourrait l'aider à, je sais pas, à faire, je sais pas ce dont ce joueur a besoin exactement pour rétablir le cours de sa carrière. Mais est-ce qu'il peut la rétablir? Parce que on sait bien qu'il y a eu plein de questions sur sa manière d'approcher le basket, sur sa mentalité, sur son hygiène de vie. Sur sa préparation, voilà, c'est son hygiène de vie, c'est sa volonté d'être, comment dire, d'être sérieux dans ses préparatifs et dans son hygiène de vie, quoi. Ça manifestement, c'est le cas. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas juste un problème global physique, hein? Moi, tu vois, Aussi, oui. Ça fait quand même beaucoup, là. Le rapport poids-puissance n'est pas bon. Non. Après, tu vois, on a vu un gars comme Shaquille O'Neal qui était mais massif, grand, rapide, et il faisait des choses qui semblaient totalement impossibles sur un terrain de basket. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est quand même fou qu'un mec comme Shaquille O'Neal ait eu la carrière qu'il a eue avec ce physique, avec ce poids, c'est vraiment O'Neal, c'était vraiment un gabarit hors du commun, quoi. C'est vraiment un joueur complètement fou physiquement. Et Zion, c'était ça la promesse. Sauf qu'on voit bien que ça tient pas du tout le coup. Il est incapable. Alors, est-ce que c'est aussi le rythme NBA moderne qui fait que Zion se pète? Ça, j'en sais rien. De toute façon, il vit dans cette époque. On va pas réinventer le truc. Bah non, ça c'est sûr. Donc, il est bien obligé de faire avec ce qui se passe aujourd'hui.
Et manifestement, ça va pas. Donc je sais pas. Trop bizarre. Ouais. Le premier sujet de l'actualité, très très fort, tout le monde en parle, c'est Chris Paul qui a été libéré par les Clippers. Selon plusieurs rapports, c'est l'attitude de Chris Paul, ses critiques envers les joueurs, le coaching staff, mais aussi le front office, qui aurait eu raison de la patience des dirigeants, qui ont préféré mettre fin à ce que Chris Paul avait annoncé comme étant sa dernière saison, qu'il voulait passer à Los Angeles parce que c'est là que vit sa famille, il est papa de 2 enfants, et après avoir passé ses dernières saisons en transit à travers la ligue, à OKC, à Phoenix, à San Francisco, l'an dernier aux Spurs, où il a fait une bonne saison, une saison solide. Voilà, il avait décidé de rejoindre les Clippers pour terminer sa carrière. Les Clippers viennent de le couper. C'est une décision qui a suscité l'indignation à travers la NBA. Charlie, on est à quel niveau de fils de puterie dans cette histoire des Clippers quand même? Franchement, c'est minable, hein. Je suis désolé, mais c'est minable. Se comporter comme ça avec une des plus grandes légendes de la franchise, légende de la ligue, un mec qui vient d'annoncer que c'était sa dernière saison, vraiment, j'ai même pas les mots pour dire à quel point je trouve ça pitoyable de la part des Clippers. Le mec qui les a mis sur la carte, je veux dire, ils ont oui. jamais manqué les playoffs de toute sa présence là-bas, alors que les Clippers, ça a toujours été quand même la franchise de merde. L'équipe chat noir, c'était un truc de fou. Ces gars-là leur a donné les meilleures années de leur histoire. Il vient terminer le truc, il annonce sa retraite en disant c'est la dernière, ciao bye bye. Et parce qu'il ouvre un peu trop sa bouche, grande nouvelle, qui ignorait ça chez les Clippers? Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des jambons quand même. Non mais en plus, moi je trouve. Et là, il se fait virer, mais quel manque de classe absolue cette histoire. Pardon, Ouais, excuse-moi, c'est juste que ça m'énerve. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis bien d'accord avec toi. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu difficile de faire le tri dans tout ce qui sort, dans tout ce qui est dit dans la presse depuis qu'il a été coupé. Oui. Les histoires sur le fait qu'il aurait une influence négative sur l'équipe, je suis désolé, mais c'est un peu étonnant quand on sait à quel point son influence était positive et louée, justement, les années précédentes, notamment à Phoenix ou aux Spurs. Alors attention, hein, à OKC aussi. Ouais. À OKC pareil, à Phoenix pareil. Alors, il a pas toujours été exemplaire, hein, Chris Paul, dans sa carrière. Il y a aussi eu des moments où son leadership a été remis en question. Mais enfin, ces dernières années, son apport semblait quand même plutôt globalement positif. De la même manière, ses relations avec Tyronn Lue, qui sont décrites comme quasiment inexistantes, au point d'ailleurs que Tyronn Lue aurait refusé de s'expliquer avec lui il y a plusieurs semaines au sujet de cette prétendue influence négative. Bah ça aussi, je suis désolé, mais c'est étonnant, en fait, ça colle pas à la personnalité, à ce qu'on connaît de la personnalité de Tyronn Lue, qui a priori est quand même un coach qui privilégie le dialogue, qui excelle plutôt dans sa gestion humaine. Et d'ailleurs, quand il s'est exprimé sur le cas Chris Paul cette nuit, il avait plutôt que des choses positives à dire à son sujet. Alors, peut-être qu'il lave son image en public. Là, on est dans une espèce de campagne de relations publiques où chacun essaye de dire sa version de l'histoire et de pas paraître comme étant celui qui a poussé une légende de la Ligue par la porte. Et voilà, enfin, je veux dire, là, on est clairement dans une campagne de communication. Là, faut pas se leurrer là. Oui, mais tu vois, je suis complètement d'accord avec toi que c'est complètement de la com, mais n'empêche que ce qu'on connaît de Tyronn Lue depuis qu'il coach, je trouve que ça colle pas au fait de répondre à Chris Paul, tu vois, qui veut pas lui parler, qui veut pas discuter avec lui. Enfin, je trouve ça vraiment étonnant. Il y a aussi le témoignage de Lou Williams qui charge vraiment fortement Lawrence Frank, le président des opérations basket, en disant notamment qu'il est le dénominateur commun de très nombreuses situations mal gérées par les Clippers, que dans son cas personnel, Lawrence Frank lui avait promis de ne pas le trader quelques minutes avant de l'envoyer à Atlanta. Il y a beaucoup de choses bizarres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'image de la franchise, franchement, c'est terrible. Et en plus, c'est d'autant plus terrible que c'est quand même pas la première fois qu'ils se comportent assez mal avec leur légende, Blake Griffin. Quand il est tradé à Détroit quelques mois après avoir été prolongé, il est absolument pas prévenu par son front office. Selon ce qu'il avait expliqué par la suite, il avait eu des garanties que le jour où les Clippers ne voudraient plus de lui, il lui en parlerait avant, ce qui apparemment n'a pas du tout eu lieu. Voilà, Mais c'est surtout que quand il signe son contrat, Blake Griffin, il signe un contrat max et il y a tout un espèce de décorum derrière où ils lui font une espèce de pseudo-cérémonie de retirement pour retirer son maillot en disant « Ouais, Blake Griffin, on compte sur toi, t'es une légende. » Ils avaient fait un t-shirt avec sa tronche dessus et des personnalités. Enfin, il y avait eu tout ça. Il y avait eu toute cette espèce de mise en scène pour le convaincre de signer.
Le gars signe et il se fait transférer aux Pistons, effectivement, sans être absolument mis au courant de l'opération. Et d'ailleurs, on verra plus tard, quand les Pistons étaient allés jouer les Clippers à Los Angeles, il y avait eu ce fameux moment avec Steve Ballmer qui a essayé d'aller voir Blake Griffin pour lui serrer la main, pour lui dire ouais, allez, vas-y, sans rancune, et Blake Griffin qui l'a ignoré copieusement. Il y a un moment, les Clippers, il va bien falloir qu'on comprenne quand même qu'on est plus du côté, on n'est pas, c'est pas Joey Lacob et les Warriors avec toute cette gestion qu'il y a eu. On est plus du côté de James Dolan tout d'un coup là, et des Knicks ou du Vivek Ranadivé avec les Kings bientôt. On atteint ce niveau d'étrangeté, de limite incompétence, et c'est quand même extrêmement bizarre. Là, il y a cette histoire de Kawhi Leonard, de détournement des règles du salary cap. Steve Ballmer qui est dans cette espèce pareil, de cirque permanent, dans cette espèce de mise en scène permanente, dans cette espèce d'enthousiasme débordant. Mais on voit bien que le gars essaie de cramer toutes les étapes pour essayer d'arriver le plus vite possible à atteindre le succès. Le succès qui lui échappe parce qu'il n'a pas compris qu'en NBA, tu pouvais pas faire ça comme ça. Il faut que tu planifies, il faut que tu sois malin, il faut que tu construises. Et à mon avis, parce que il en a plein, là, il a de l'argent à plus savoir qu'en faire, il pensait probablement, alors là, je suis dans la spéculation là, mais il pensait probablement pouvoir être plus fort que tout le monde. Et Lawrence Frank, là, on est en train d'apprendre que Lawrence Frank va être très probablement prolongé. Ouais. Je vais dire que Tyronn Lue, de toute façon, c'est le coach de l'avenir, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pue aux Clippers entre Ballmer, Frank et Tyronn Lue? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sent mauvais? Parce que même leurs noms à tous ces gens-là sont dans les affaires qui sont aujourd'hui à l'étude et sous le coup d'une enquête par la NBA. Bah, je veux dire, c'est quand même pas rien cette histoire, quoi. Donc, je sais pas, moi, il y a un moment, il va falloir qu'on arrête de donner du crédit à ces gens-là, quoi, je pense. Bah, en fait, moi, c'est surtout que d'abord, en fait, je comprends pas. Honnêtement, en fait, au-delà même de c'est pas correct, ils sont pas compétents. Déjà, effectivement, Lawrence Frank, il n'y a pas que dans ses relations humaines avec ses joueurs qui se plantent. Hein. Quand on voit le recrutement qu'il a fait cet été, on comprend bien qu'il y a un problème de compétence. Mais au-delà de ça, en fait, pour l'image de la franchise, c'est une catastrophe. Déjà, vis-à-vis de tes fans, t'es en train de vivre une saison horrible. Franchement, elle est horrible, la saison. Si vous regardez pas les matchs des Clippers, mais ne les regardez pas. Ne les regardez pas. Continuez à ne pas les regarder parce que vous allez vous faire du mal pour rien. Mais déjà, les fans, ils doivent subir ça. Au moins, ils avaient un truc cette saison. C'est que c'était la dernière année de Chris Paul. Leur Chris Paul, le point god, le mec qui les a tellement fait rêver, qui leur a tellement apporté. Au moins, ils avaient une raison de venir dans la salle. C'était de lui rendre hommage et de lui dire au revoir. Ils ont même plus ça. Déjà, vis-à-vis de tes fans, comment tu peux faire ça? Ensuite, mais vis-à-vis des autres joueurs. Mais attends, mais moi je suis un joueur aujourd'hui, que je sois un joueur de 30 ans ou un joueur de 18 ans, mais jamais de la vie je veux foutre les pieds dans cette franchise. Quand tu vois comment ils traitent des mecs qui sont des légendes, mais comment ils vont me traiter moi qui suis personne, tu vois, genre c'est terrible, je trouve, pour l'image. Et voilà, franchement, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Je ne comprends pas ce que c'est que ce délire. Franchement, je suis dépité et je suis super triste pour Chris Paul en fait. Genre, je comprends pas pourquoi ils lui font ça. Tu vois, tu l'as dit, il a toute sa famille à Los Angeles. Il voulait juste finir sa carrière. En plus, c'est pas un mec qui tire la couverture à lui. C'est pas un mec qui voulait un grand cirque avec tous les soirs des hommages qui lui sont rendus. On n'est pas du tout dans un espèce de truc comme la dernière saison de Kobe. C'est pas du tout le cas. C'est juste, il voulait juste profiter de sa dernière année dans sa franchise des Clippers avant de dire au revoir. Et on lui retire ça. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Je comprends pas. Et surtout, c'est exactement ça, Charlie. En fait, t'as viré tous les mecs qu'on comptait dans ton histoire. Ouais. C'est le Lob City, Chris Paul, DeAndre Jordan et Blake Griffin, c'est les mecs qui t'ont fait les apparitions consécutives en playoff. Il y en a jamais eu autant que quand ils étaient à la tête de ton équipe. Oui, l'équipe a jamais été aussi fun, etc. qu'à cette Voilà. époque-là. Donc, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et à côté de ça,
tu vois Ballmer et le front office et les dirigeants des Clippers qui se plient en quatre pour essayer de satisfaire un mec comme Kawhi Leonard. Alors, je n'ai rien contre Kawhi Leonard personnellement. C'est un joueur, on connaît son histoire, on sait qu'il est à quel point il est formidable quand il joue, même maintenant, hein, il a des stats de fou. Kawhi Leonard sur les derniers matchs, le match face au Heat là, c'était absolument n'importe quoi. Mais je ne comprends pas comment tu peux à ce point maltraiter des légendes qui ont porté ta franchise dans ses plus belles batailles. Et derrière ça, Kawhi Leonard, où franchement, il y a quand même beaucoup de choses à critiquer. Et pour lui, pour le faire venir, tu as sacrifié l'avenir total. C'est-à-dire que tu as eu une vision court-termiste. Alors, le pari, je le comprends. À l'époque, ça se comprenait. Mais mon Dieu, mais aujourd'hui, mais comment ça... C'est d'une laideur, mais c'est d'une laideur incroyable, toutes ces décisions. C'est catastrophique. Tout est catastrophique aujourd'hui. Ce château s'est écroulé d'une manière quand même mémorable. Et ouais, on n'est pas, et c'est pas terminé. Là, les Clippers ont au moins jusqu'à la fin de la saison et peut-être jusqu'à 2027. Parce que 2027, le mot, c'est de dire James Harden et Kawhi Leonard arrivent à la fin de leur contrat. Et là, on pourra repartir. Donc, ça veut dire, salut les gars, cassez-vous, on ne veut plus de vous, c'est terminé, quoi. Ouais, enfin, si c'est Lawrence Frank qui décide avec qui on va repartir, ça va être rigolo encore, tu vois. Et justement, cette décision de Lawrence Frank, à quel point Lawrence Frank, il est au courant pour Aspiration et tout ça? À quel point Tyronn Lue, dont le nom est cité nommément dans les dossiers, à quel point ces gens-là ont des informations qui font que tu peux peut-être pas les virer comme ça, tu vois? Encore une fois, je fais de la spéculation totale. J'en sais rien du tout. Mais, je veux dire, c'est quand même extrêmement étrange, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est étrange. Quand l'incompétence s'impose contre le bon sens, je sais pas, moi je trouve que... Enfin, tout ça c'est bizarre. On verra si un jour on a le fin mot de l'histoire, du pourquoi, du comment. Une chose est sûre, et là c'est pas de la spéculation, c'est factuel, c'est que la situation aux Clippers aujourd'hui, que ce soit la direction... Enfin, au niveau du propriétaire, au niveau des dirigeants et sur le terrain, ça pue la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça pue la merde à 200%, quoi. Ouais, non, mais je suis bien d'accord, et franchement, vraiment, je trouve que c'est impressionnant d'être à ce point-là fort pour rendre sa franchise aussi antipathique, quoi. Vraiment, là, Ouais. Alors c'est peut-être parce que moi je suis fan des Lakers, et donc que les Clippers, effectivement, j'en ai pas une grande estime a priori, mais honnêtement, ce qu'ils ont fait là, vraiment, je trouve que je trouve que c'est fou. Vraiment, je trouve que c'est fou. La dégringolade est tellement vertigineuse. L'an dernier, tout le monde les voyait magnifiques. On se disait, oh, putain, ils auraient jamais dû perdre face aux Nuggets. L'Intuit Dome, c'est une réussite totale. C'est génial. Regardez, peut-être potentiellement une nouvelle saison en bonne santé. Si on re-regarde un petit peu les projections de beaucoup de commentateurs NBA US, les Clippers étaient toujours hyper bien placés. Ouais. Ouais, bah écoute. Et après, t'as eu le coup de Pablo Torre, et puis la machine s'est enclenchée. Et là, mais c'est une chute, mais en piqué vers le sol, quoi. Bah oui. Ouais, bah visiblement ils ont pas l'intention de changer ça. Sinon il y aurait des changements bien plus drastiques et bien plus importants que le fait de virer Chris Paul à faire, en fait. C'est clair. Ah non, mais absolument, absolument, Charlie. Et c'est ça c'est ça que je trouve louche dans cette histoire des Clippers, en fait. Là, il y a un côté un peu, ouais, je sais pas, En fait, il y a un côté business extrêmement dérangeant, extrêmement détestable. Je m'en tiendrai à dire ça. mais en Qui, je fait, trouve, prend le pas sur tout le reste. Et là, ils avaient l'occasion de pas être de pas être des sales cons, de garder Chris Paul et au moins le laisser finir sa carrière honorablement. Et ils ont même pas réussi à faire ça. mais en fait, C'est quand même magnifique. même d'un point de vue business, moi je vois pas l'intérêt de faire ça. Enfin, en fait, vraiment, je veux dire, si tu veux faire des changements dans l'effectif, bah il y a des joueurs
qui doivent sauter bien avant Chris Paul, que ça soit d'un point de vue contractuel ou d'un point de vue performance. C'est plus intéressant de les bouger eux. Dans le front office, il y a plein de mecs à bouger avant Chris Paul. En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est que même d'un point de vue business, je ne comprends pas l'intérêt de cette décision. Et puis même dans le business, ton image, c'est hyper important, je suis désolé. Aujourd'hui, Steve Ballmer, il doit bien se rendre compte que tout le monde est critique sur ce move, que tout le monde trouve que c'est méprisable, en fait. D'un point de vue business, c'est une catastrophe de faire ça. Moi, quand je parlais de business, c'était plus l'histoire du contrat de Kawhi et de tremper dans les affaires, tu vois. Ouais, non, mais ça, je comprends. Mais la décision de Chris Paul, vraiment, je ne trouve aucune explication, tu vois, en fait. C'est ça que je trouve fou. Vraiment, je trouve ça fou. Ça me fascine. Ça me fascine, franchement. Et voilà. Et Steve Ballmer, le mec a quand même débuté toute cette histoire avec un capital sympathie parce qu'il prenait la suite de Donald Sterling, qui était un gros raciste de première catégorie. Donc c'était pas difficile d'arriver comme un espèce de sauveur et voilà, regardez-le, comment il est sur le bord du terrain, il est trop rigolo, Steve Ballmer, quel personnage, quel clown alors. Bah dis donc, la vache. Il paraît beaucoup moins sympathique tout d'un coup, Steve Ballmer, j'ai l'impression quand même. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et même Norman Powell, dont on a parlé l'autre jour, Norman Powell a expliqué que toute la phase de négociation avec les Clippers, il a eu l'impression qu'on essayait de le rouler dans la farine et qu'il trouvait ça insupportable. Je veux dire, à tous les niveaux, même à des niveaux beaucoup moins importants, on va dire, où les enjeux sont pas à ce point importants ou dramatiques, même là, ils sont mauvais. Même là, la réputation est catastrophique. Donc bon, ouais, c'est terrible. Comme tu l'as très bien dit, ils sont en train de se mettre de s'enfermer dans une image à travers la ligue où effectivement, si je suis un joueur, alors à moins que tu crèves d'envie d'habiter à Los Angeles, mais si je suis un joueur qui pense éventuellement à rejoindre une franchise et que les Clippers sont sur la liste, je suis pas sûr de la mettre en premier. Moi non plus, non mais c'est clair. Hein. Franchement, tu vois, pour la free agency, par exemple, vraiment, je pense que là, tu te mets pas les armes, tu te mets pas bien pour donner envie aux joueurs de venir chez toi. Quoi. Même Rajon Rondo, ça s'était pas bien passé. Je me souviens avec Lawrence Frank et tout ça. Et je me souviens à l'époque, je m'étais dit, mais attends, parce qu'il y avait un passif, je crois que Lawrence Frank, il faisait partie, à un moment, il a fait partie du front office des Celtics, et déjà à l'époque, il y avait des frictions avec lui. Il n'était pas à ce niveau de responsabilité, mais bref. Ça m'énerve. On va passer à la suite. Giannis Antetokounmpo s'est blessé alors qu'il venait de revenir de blessure et donc il est à nouveau à l'infirmerie. Cette fois, il est touché au mollet dans une action sans contact où moi, très franchement, Charlie, je me suis dit, oula, est-ce que c'est le tendon d'Achille qui est touché ou pas ? Eux aussi, ils se le sont dit, visiblement. Ouais, j'ai l'impression aussi. Dans la foulée, on a eu des rumeurs de transfert qui sont reparties de plus belle, dont un tweet de Shams Charania qui a évoqué des discussions entre le joueur et les dirigeants à propos de son avenir au sein de la franchise. Donc nous voilà repartis dans les spéculations à tout va, sans que Giannis Antetokounmpo lui-même ait explicitement demandé un transfert. Il y a un espèce de flou qui est entretenu et qui date pas de là tout de suite, qui date depuis plusieurs mois désormais. Ouais. Je t'avouerais que je commence à trouver ça un peu énervant. On sait que les Knicks étaient sa destination préférée. Ça s'est pas passé comme ça. Giannis continue de gérer son image en ne demandant pas explicitement à partir, mais en disant « Ah ouais, je sais pas, vas-y, l'équipe, elle est pas compétitive. J'ai peut-être envie de me barrer. Ah, j'ai supprimé mes photos de mes comptes, de mes réseaux sociaux. » L'espèce de truc passif-agressif dont tu sais très bien que je suis le premier fan. Détestable, c'est détestable. Je trouve ça absolument débile et détestable. Donc là, cette situation commence officiellement à extrêmement m'énerver. Je le dis. Bah ouais, moi je sais pas quelle va être l'issue pour lui. J'espère juste qu'il va vite prendre une décision et s'y tenir parce que autant franchement je pourrais comprendre qu'il veuille se tirer. C'est quand même vraiment compliqué Milwaukee. Je vais pas remettre le sujet du coach sur le tapis pour la millième fois, mais enfin quand même. Mais je comprendrais pas qu'il continue à faire mariner les fans en fait. Il faut absolument qu'il soit clair dans ses intentions, clair sur le timing aussi, parce que le timing peut changer beaucoup de choses, notamment par rapport au package qui peuvent être proposés par les différentes équipes. Mais enfin voilà, moi,
J'insiste, s'il quitte Milwaukee, personne ne lui en voudra, à condition qu'il fasse bien les choses. Et bien faire les choses, ça commence par ne pas faire des trucs débiles, comme supprimer toute trace de la franchise sur tes réseaux sociaux. Ça, c'est pas clair, c'est pas intelligent, c'est pas adapté à la situation. Il faut qu'il s'exprime clairement auprès du front office sur ce qu'il veut. S'il veut la peau de tel joueur ou de tel coach, qu'il le dise. S'il veut être tradé avant février, qu'il le dise. Mais par pitié, qu'il soit clair et direct. Je veux dire, c'est ça qu'elle est habituellement, sa relation avec les Bucks. Enfin, c'est comme ça qu'elle devrait être, en tout cas, même si je suis d'accord avec toi, ça fait quelques mois quand même que c'est plus trop le cas. Mais ouais, là, en fait, j'ai pas envie de le voir se comporter comme un petit intrigant. Ce serait gâcher la fin de l'histoire. Ce serait vraiment nul. Ouais. Je- En fait, il faut. Ouais. Vas-y, En vas-y, fait, vas-y. c'est pas juste un joueur. En fait, aujourd'hui, pour les fans et pour la franchise, c'est le visage de cette équipe depuis des années. Et en fait, moi, ça me fait penser un peu au mélodrama, tu vois, Ouais, ou Dwight Howard aussi. ouais, ou Dwight Howard, ouais. Même bordel. Ouais, et franchement, c'est pénible, effectivement. Enfin, vraiment, faut pas qu'il fasse ça. Il faut qu'il dise les choses clairement, parce que vraiment, ce serait tellement dommage qu'il gâche la fin de l'histoire avec Milwaukee après tout ce qu'il a fait pour cette franchise. Ce que je trouve très agaçant, c'est que Milwaukee fait un départ de saison. Je pense qu'il l'attendait pas. Bah ouais, tu Je pense m'étonnes. qu'il se doutait pas que ça allait partir comme ça. Tout d'un coup, l'équipe est compétitive. Euh, Lui a son rôle. Le coup de Miles Turner, ça porte ses fruits. Il y a un bon équilibre. Doug Rivers appuie sur les bons boutons. Ça se passe super bien. Il se blesse, c'est la dégringolade. Grande surprise. Bien évidemment que c'est la dégringolade. C'est le seul numéro 1 incontesté de la franchise. Il n'y a pas vraiment quelque chose derrière. Et voilà, mais Ryan Rollins, c'est une magnifique histoire. Mais jamais de la vie, Ryan Rollins a les épaules pour porter une équipe sur une absence prolongée de Giannis Antetokounmpo. Bien évidemment. Il revient, il se recasse quasiment tout de suite. Là, il y a quand même un gros doute sur le fait que c'est aussi le taux d'usage de ce joueur. Enfin, je veux dire, c'est un effort herculéen Ah qu'il bah, produit dès ouais. qu'il est sur le terrain. Enfin, je veux dire, Il porte il tout est au l'État sur four et ses au épaules. moulin. c'est n'importe. C'est presque caricatural en fait ce qu'on lui demande. Enfin, la production qu'il a. Ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye d'avoir le bon rôle, qu'il refuse d'être clair dans ses intentions pour ne pas passer pour la superstar qui dit ah non, j'ai plus envie d'être là, transférez-moi ailleurs, j'ai envie d'être là, 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 alors qu'on sait. Il y a quand même quelques insiders, dont Brian Windhorst d'ESPN, qui expliquent qu'en coulisses, il y a déjà eu des conversations et qu'en coulisses, il y a déjà eu un pointage du doigt vers les Knicks en disant si on pouvait aller là-bas, ça serait pas mal. Donc, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que quand on a la jurisprudence Carmelo Anthony, quand on a la jurisprudence Dwight Howard et d'autres exemples probablement que les auditeurs pourraient avoir en tête, d'exemples où ça s'est mal passé parce que ça a traîné, parce que tu as eu un caprice, parce que la gestion de la communication était absolument lamentable, je ne comprends pas comment Giannis Antetokounmpo est capable de se mettre dans cette situation. Sois clair dans tes intentions. C'est tout ce qu'on te demande. Être clair, c'est respecter. Voilà, Oui, dis, c'est ça. j'ai passé des magnifiques années à Milwaukee, je ne veux plus, je souhaite continuer, j'ai 31 ans, j'ai envie d'aller poursuivre ma carrière pour gagner des titres. Milwaukee aujourd'hui ne sera mieux à repartir, à prendre tout ce qu'ils peuvent prendre en me transférant et puis reconstruire derrière. Très bien, vas-y mon garçon, file, sois heureux et bonne chance à toi. Mais là, à essayer de ménager la chèvre et le chou, en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus énervant que cette attitude-là. Ouais, ouais, je suis Et complètement d'accord. il est en train de s'enfermer là-dedans et je trouve ça dommage parce qu'il est absolument adorable. Giannis Antetokounmpo, c'est un joueur extraordinaire que j'adore et j'aimerais qu'il ne foire pas ce passage de sa carrière. C'est quand même con, quoi. Ouais, et en plus, non mais non seulement c'est con, mais en plus c'est hyper important, parce que la manière avec laquelle il va quitter Milwaukee, s'il finit par quitter Milwaukee, c'est un truc qui va vraiment rester dans les mémoires des fans des Bucks, mais pas que. Et ouais, ce serait vraiment dommage. Et écoute, ouais, on verra comment ça va se passer. Moi, tu sais que autant j'adore autant j'adore l'histoire des mecs qui passent toute leur carrière dans la même franchise, Mhm. autant franchement Giannis, moi je pourrais comprendre qu'il en ait marre et qu'il veuille se tirer. Qu'il n'ait pas envie de faire partie.
d'une reconstruction pénible parce que financièrement, c'est pas simple, parce qu'ils doivent naviguer autour d'énormément de contraintes avec tous les sacrifices qu'ils ont faits pour essayer de construire autour de lui. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas oublier ce truc-là. Le front office des Bucks a tout mis en œuvre pour essayer de le contenter. Bah, excuse-moi, mais quand ils font venir Damian Lillard, on va pas refaire cette discussion, mais tout le monde était là en train de se dire que c'était génial. D'accord, mais je suis pas sûr qu'ils aient tout fait pour le contenter. On sait très bien, par exemple, que le fait qu'ils aient cut Damian Lillard, ça lui a pas plu du tout. Donc, a priori, ils ont quand même fait ça sans le consulter. Je suis désolé, mais faire un truc aussi énorme sans consulter ton franchise player, je trouve ça fou. Nommer Doc Rivers coach, quand tu vois le CV récent de ce mec-là, je suis désolé, mais ça me semble difficile de dire dans la foulée, on a l'ambition d'être champion. Enfin voilà, non mais c'est vrai. Il y a un petit taquet pour Doc Rivers au pass. Mais non, mais factuellement, c'est vrai. Je suis désolé. Oui, Qu'est-ce que tu vois ces dernières années avant de. Je suis pas sûr que Giannis Antetokounmpo était contre l'avenue de Doc Rivers, Charlie. Très sincèrement, il était consultant. Je pense que là, pour le coup, ils ont dû lui poser la question. Bah écoute, je pense pas qu'il j'imagine que oui, surtout qu'a priori, on sait qu'a priori Giannis apprécie plutôt bosser avec lui. Mais enfin, tu vois, au-delà de ça, Bon, moi, j'ai quand même des doutes sur les décisions qui ont été prises par les Bucks ces dernières années. J'entends tout à fait qu'ils aient eu la volonté, hein, et c'est pas des tarés, évidemment, qu'ils ont pas voulu se mettre Antetokounmpo à dos, qu'ils ont cherché à lui donner des équipes capables de gagner le titre. Maintenant, je suis pas convaincu par toutes les décisions qu'ils ont prises. Ça, c'est sûr. Maintenant, écoute, voilà, moi, tu vois, j'en suis presque à me dire, il faut passer à la suite, quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure. On sait très bien que si demain Antetokounmpo ou son agent ou le front office annonce qu'il est disponible sur le marché, ça va être la ruée vers le grec, parce que ah oui, alors ça c'est un truc qui m'énerve aussi, parce que putain, mais les gens sur les réseaux sociaux sont fous. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, si Antetokounmpo il est sur le marché, des mecs que les franchises ne veulent pas donner contre lui, en théorie, il doit pas y en avoir plus que 4-5, hein. Genre, c'est un maximum, quoi. Tout le reste, c'est tradable. Moi, je suis fan des Lakers. Dans l'effectif, il y a que Doncic que je refuse de donner pour avoir Antetokounmpo. Tout le reste, je le donne avec un beau paquet cadeau, hein. C'est un monstre absolu, ce mec. Ah ouais, t'es prêt à donner LeBron James et de foirer la fin de carrière de LeBron James? Je suis prêt à le donner, mais il a une no trade clause, donc ça va pas arriver, malheureusement. Facto, il est pas concerné. Mais tu vois, je vois des mecs qui disent on lâche pas Austin Reeves pour récupérer Antetokounmpo, mais il faut arrêter. C'est de la folie de dire ça. Mais les Lakers, ils veulent attendre l'été prochain. Bah oui, parce qu'ils peuvent proposer 3 fois plus de pics de draft l'été prochain que là, donc effectivement, ça change. Là, pour l'instant, ESPN, ils ont proposé le transfert à Atlanta, avec Giannis et Cole Anthony qui partent à Atlanta, et les Bucks qui récupèrent Trae Young, Zachary Rizaché, le pic de 2006, premier tour, 2007, premier tour, protégé top 4. 2026, 2026 et 2027. Oui, voilà, ouais. 2027, protégé top 4. Ok. 2029, protégé top 4. 2031, protégé 34. Et sinon, non protégé en 2032. Il y a les Rockets. Le deal, ça serait Antetokounmpo et son frère Thanasis contre Alperen Şengün, Fred VanVleet et un premier pick de 2027. Ça fait pas cher. Les Knicks, Giannis Antetokounmpo, Jericho Sims, donc qui partent à New York, et les Bucks qui récupèrent Karl Anthony Towns, Pacom Diadé, Tyler Kolek, premier tour de 2026, protégé top 8, premier tour de 2028, premier tour de 2030 et swap 2028, swap 2030, swap 2032. Voilà, pardon. Les Spurs récupèrent Giannis Antetokounmpo, les Bucks récupèrent Stephen Castle, Harrison Barnes, Kelly Olynyk, Jordan McLaughlin, premier tour de 2027, premier tour de 2029, premier tour de 2032. L'autre transfert, c'est les Warriors, Giannis Antetokounmpo et son frère Thanasis, et les Bucks qui récupèrent Draymond Green, Jonathan Kuminga, Buddy Hield, premier tour 2026, premier tour 2028, premier tour 2030 et premier tour 2032. T'as une préférence pour un des transferts ou pas? Ah bah moi, non mais moi, si tu me demandes, moi, je rêve d'avoir un duo Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo aux Lakers l'année prochaine. Ça y a pas de. D'accord, aucun des exemples que je viens de donner. Merci Charlie. Oui, désolé. Non, ouais, sympa, ok, très bien. Bon, c'est la fin du podcast, salut.
Non, mais c'est évident. Enfin, en fait, je comprends pas aujourd'hui comment tu peux être fan d'une équipe, surtout une équipe qui a un mec comme Luka Doncic, et ne pas rêver d'avoir Giannis Antetokounmpo avec. Et toi et moi, on parlait en off, on va le dire aux auditeurs, on se prenait la tête, toi et moi, parce qu'on n'est pas d'accord sur les Spurs. Moi, je suis contre le fait que les Spurs sacrifient quoi que ce soit pour récupérer Giannis. Toi, tu dis, et je le conçois, que, l'argument est bon, c'est que comme Victor Wembanyama, sa durée de vie en NBA, on n'est pas tout à fait certain que ça va être très très long, autant faire all-in avec Giannis. Bah, en tout cas, je me dis que c'est peut-être une des réflexions du front office, tu vois. C'est que si t'as des doutes sur la capacité de Wembanyama à tenir 10 ans en NBA, à faire 10 ans de saison complète en NBA, est-ce que vraiment tu veux prendre le temps de développer les Dylan Harper, Stephen Castle, etc., ou est-ce que au contraire tu sautes sur l'occasion de mettre la main sur un joueur qui est top 3 NBA, hein, il faut comprendre ça, hein, c'est que on parle d'un mec, il a coché toutes les cases en fait. Antetokounmpo, c'est un monstre. Alors c'est peut-être pas un monstre pour encore 5-6 ans, peut-être que c'est juste un monstre sur encore 2-3 ans, mais si sur ces 2-3 ans-là, t'as l'occasion avec Wembanyama et avec Antetokounmpo d'aller chercher 1 ou 2 titres, mais tu dois absolument sauter sur l'occasion. Moi, je le pense. Ça se défend. Moi, je suis contre parce que j'ai envie d'avoir une longue carrière de Victor Wembanyama et je trouverais ça beaucoup trop précipité d'associer un mec à quel âge Victor? Il a 21 ans ou un truc Ouais, comme ça? peut-être 22, je pense, max. Ouais, voilà. Enfin, ils ont 10 ans d'écart. C'est pas du tout la même timeline. Et en même temps, effectivement, un front de cour, en plus aux Spurs qui ont eu Duncan et David Robinson. Là, tu fais Antetokounmpo et Wembanyama. Mais en plus, enfin, tu vois, je pense que tu gâches même pas Wembanyama derrière, hein. Si tu prends Non, non, là, non, tu non. vois, non mais je veux dire, tu peux continuer à gagner après, en fait, parce que il faut bien comprendre que si Wembanyama devient le joueur qu'on attend tous qu'il devienne, c'est-à-dire qu'il soit encore plus fort qu'aujourd'hui, à toutes les free agency, t'as tous les mecs qui vont se battre pour aller jouer aux côtés de Wembanyama pour aller gratter un titre, tu vois. C'est sûr. Mais surtout Donc, s'il y a Giannis. Enfin, je veux dire, si tu as la quasi-certitude d'aller remporter ton titre, tu as forcément des mecs qui vont être d'accord pour faire un sacrifice financier pour rejoindre cette tu franchise. m'étonnes, tu m'étonnes. C'est sûr et certain. Et voilà la gueule de la raquette, quoi. Enfin, je veux dire, Mais donc vraiment, arrêtez de manquer de respect à Giannis Antetokounmpo en déclarant que tel joueur ou tel joueur est intradable et que c'est hors de question de sacrifier tel jeune ou tel jeune pour avoir ce mec-là. Ce mec est une brute absolue, c'est fou. Je trouve qu'il y a vraiment un... Moi, sa blessure me fait peur, Charlie. La blessure qu'il vient d'avoir, là, ça me fait peur. S'il prend pas le temps Moi, je pense qu'il devrait prendre tout le temps nécessaire pour se remettre de sa blessure. Ça fait... C'est quand même inquiétant. Les trucs sans contact comme ça, où il se retourne, moi, il y avait vraiment une... Pendant l'espace d'un moment, moi, j'ai vraiment cru que c'était le tendon d'Achille, quoi. Ah ouais, Et non mais je suis d'accord. c'était... voilà, Giannis Antetokounmpo ne jouera pas pendant au moins une année entière, Non mais après rééducation et ainsi de suite. ce Enfin qui est bref, inquiétant, c'est qu'en plus à c'est son chaque âge, année. c'est chiant, quoi. Ce qui Et est puis et inquiétant, son jeu aussi. ce qui est inquiétant, c'est que c'est chaque année. Chaque année, il se fait un truc au mollet. Chaque année, quasiment, il est absent à cause d'un problème au mollet. Ouais. Ok, maintenant, si t'as la moindre garantie sur son état physique, tu peux pas hésiter. Enfin, je veux dire, Hmm. Giannis, il a tout fait. C'est un mec défenseur de l'année, MVP, champion NBA. Je veux dire, c'est vraiment en fait, vraiment, ouais, pour moi, c'est incompréhensible que des gens estiment que mettre un ou deux jeunes, même des jeunes extrêmement talentueux, dans la balance pour récupérer un joueur comme ça soit trop, quoi. Je trouve ça fou, hein. Je sais pas s'il faut voir un manque de respect pour Giannis Antetokounmpo. Je Ah, sais je te pas. jure, va lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tu vas halluciner. Tu vas halluciner, vraiment. Il y a des mecs qui disent, enfin, vraiment, je veux dire, pareil, Austin Reeves, mais Austin Reeves, mais C'est quoi? C'est les fans hardcore des Lakers qui disent un truc pas, ouais, qui c'est du disent qu'ils disent ça, clubisme, quoi. quoi, tu vois, mais pas Ouais. que des Lakers. En fait, chaque fan de chaque franchise veut pas qu'on touche à son chouchou et dit, c'est hors de question de Hmm. mettre mon chouchou dans le package pour Giannis, mais Bah ouais, pour les fans, c'est toujours très important d'avoir l'histoire et d'avoir les joueurs que tu as vu grandir. C'est un peu comme tes enfants, quoi. Je oui, rigole. mais bon. Non, mais j'exagère. Moi, je donne Charlie, mes enfants pour Cha- avoir Giannis, hein. Charlie, j'exagère, voyons. Tu penses bien, tu penses bien. Bon, on va parler de nos sujets principaux parce qu'on est à 40, plus de 40 minutes et on a toujours pas parlé de nos finalistes de 2024. Allez. Je voulais parler de Boston
C'était pas évident d'être hyper optimiste pour la saison des Celtics en octobre dernier. Sans Jason Tatum et un effectif vidé de certains joueurs clés de la conquête du titre, Al Horford, Drew Holiday, Porzingis notamment, les Celtics semblaient privés de toute ambition. Alors, on va pas dire non plus que cet effectif pourrait aller au bout au printemps prochain, mais Boston se révèle être une équipe pleine de fierté qui, dans un bon soir, est capable de battre probablement n'importe quelle équipe. Sur leur tableau de chasse, ils ont 2 victoires face aux Cavaliers. Ils ont mis un terme à la série de victoires consécutives des Pistons. Ils ont remporté 2 des 3 rencontres contre Orlando. Et en même temps, ils ont eu des défaites assez inattendues face aux Nets à domicile, face à Utah à domicile également. D'ailleurs, c'est la seule victoire obtenue à l'extérieur du Jazz cette saison pour le moment. 2 revers contre Philadelphie. Personnellement, j'étais relativement convaincu que cette équipe allait rester un problème parce que déjà, Joe Mazzulla est un coach d'exception qui sait exploiter ses joueurs au maximum de leur capacité et dont on connaît l'esprit de compétition. C'est quand même un mec qui a montré être un fin tacticien depuis qu'il est head coach. Puis tu as le talent de Jaylen Brown qui réalise pour le moment sa meilleure saison en carrière. Il y a Peyton Pritchard qui commence à reprendre des couleurs, qui avait mal commencé la saison. Et là, il a eu quelques sorties offensives qui étaient très convaincantes. Il y a également les bonnes surprises, Neemias Queta, Jordan Walsh, Xavier Tillman, Josh Minott, ou encore le rookie Hugo Gonzalez qui a eu quelques flashs qui étaient assez intéressants. À Boston, ça joue dur, ça joue de manière très appliquée, ce n'est pas parfait, mais c'est une équipe dont il est très difficile de se débarrasser la plupart du temps, parce que elle est bien coachée, parce que le système mis en place fonctionne à la fois pour mettre en valeur les talents individuels et le collectif. Charlie, à quel point tu es surpris par le parcours de Boston jusque-là ? Bah, déjà, je suis plus que surpris. Moi, je suis très content de voir qu'ils se battent parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui les voyaient sacrifier cette saison à cause de la blessure de Tatum. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop compris, moi, ceux qui les voyaient hors play-in. Ok, leur secteur intérieur est léger. Ok, il y a plein de défauts dans cette équipe, mais il y a aussi beaucoup trop de talent et de qualité pour ne pas se battre. C'est une équipe qui est hyper bien coachée en plus, tu l'as dit, et d'ailleurs offensivement cette équipe est très solide, hein. Ils ont le 4e meilleur rating offensif je crois sur cette première partie de saison. Moi ça me fait plaisir, je suis vachement content de voir Jaylen Brown saisir cette occasion pour montrer qu'il est bien plus qu'un simple sidekick de Tatum comme il a parfois pu être présenté. Au-delà de ses performances sur le parquet, je trouve qu'il est aussi bon dans son leadership. MVP des finales quand même, Jaylen Brown. Ouais, c'est ça. Ouais, bah après, on va te répondre qu'il y a des mecs qui ont été MVP des finales sans être les numéros 1 de leur équipe. Ouais, t'as raison, t'as tout à fait raison. Mais en fait, ouais, au-delà de ses performances, je trouve qu'il est aussi bon dans son leadership. T'as parlé de la défaite contre Brooklyn. Il a poussé un vrai coup de gueule après cette défaite et je trouve que dans la foulée, il y a une très belle réaction. Il y a eu les victoires contre Orlando et Détroit, il me semble. Alors, il a un peu tendance à se frustrer vis-à-vis de l'arbitrage, et de fait, Boston est l'équipe qui obtient de loin le moins de lancers francs cette saison, et franchement, il y a des moments où je trouve aussi que c'est un peu abusé. Mais mis à part cet aspect-là, je trouve qu'il est vraiment hyper intéressant. Et ouais, il y a plein de trucs cool. Neemias Queta et tu vois, on parle ces derniers numéros, on a plusieurs fois parlé du fait de savoir saisir les opportunités. Bah, lui, il évolue dans une équipe où le secteur intérieur apparaissait aux yeux de tous les observateurs comme le point très très faible. Il y avait vraiment de la place à prendre et il n'a pas du tout laissé passer l'opportunité. Alors, il fait rien d'extraordinaire, mais il fait le boulot avec sérieux et c'est absolument tout ce qu'on lui demande. Donc ouais, non, je suis content, moi, de voir Boston comme ça fait plaisir. Et puis tu l'as dit, hein, à l'Est, c'est un peu les coupeurs de tête. Hein, sur les 10-15 derniers jours, là, ils ont tapé les 4 cadors supposés de la conférence Est. Ouais. Ils ont tapé Orlando, Détroit, les Cavs. Là, dans la nuit du 2 décembre, ils ont tapé les Knicks. C'est sérieux quand même. Il y a un cœur de champion dans cette équipe, dans cette franchise. Et il y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont quand même qu'on n'attendait pas. Enfin, Josh Minott, fallait sacrément être fort pour deviner qu'il allait nous sortir un truc comme une saison comme ça. Jordan Walsh, n'en parlons même pas. Enfin, je veux dire, qui attendait ce joueur-là à ce niveau-là, je sais pas. Lucas Garza, pareil, et qui est pas ridicule. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça qui sont assez inattendus, mais pour moi, c'est aussi la preuve d'un excellent coaching, d'une excellente préparation et de l'exigence des têtes de proue que sont Jaylen Brown, Peyton Pritchard et Derrick White. Derrick White, qui lui, en plus, n'est pas sur une saison hyper forte pour l'instant. Il est un peu en panne d'adresse pour débuter la saison. Et je pense que ça va pas durer sur l'ensemble
sur l'ensemble des rencontres à venir. Donc voilà, Anthony Simon, c'était un drôle de pari. Je ne sais pas s'il va rester jusqu'à la date limite des transferts pour le coup. Mais franchement, cette équipe, elle est kiffante à regarder jouer. Alors ça joue très lentement. Ah oui, ils limitent les erreurs, ils perdent quasiment pas de ballon. Ils sont redoutables en contre-attaque. Ils empêchent pour le coup les adversaires, comme ils perdent pas de ballon, à faire des contre-attaques. Ils sont juste derrière le Thunder pour le moins de points encaissés dans la raquette. Ils sont également très très bons en scoring après un rebond offensif. Donc on verra. La prochaine série de matchs des Celtics va être très intéressante, là jusqu'au 21 décembre. Alors ils jouent Washington cette nuit, mais après il y a les Lakers. On a un petit Celtics-Lakers, ça va être sympa. Il y a Toronto, Milwaukee, Détroit, Miami, Toronto le 21 décembre. Après, tu as 2 matchs face à Indiana, coup sur coup à la période de Noël. Donc très franchement, on va voir un petit peu jusqu'où cette équipe peut aller, mais c'est pas impossible qu'elle continue un peu à grimper au classement, Charlie. Ouais, je suis d'accord. Et écoute, en fait, moi, j'ai un peu la sensation, tu vois, en les voyant jouer, que les leaders de cette équipe que tu as cités, hein, les Jaylen Brown, Derrick White, Peyton Pritchard et tout, tu vois, en fait, je me demande à quel point ils ont pas dit aux mecs qui sont dans cet effectif, à tous ces role-players que tu as cités, là, les Minot, les Walsh, etc. En fait, les gars, vous avez vraiment une place à jouer. Pour l'année prochaine, en fait, cette équipe, elle a Exactement. encore un corps qui peut lui permettre d'être incroyablement ambitieuse l'année prochaine quand Jason Tatum sera revenu. Et en fait, aujourd'hui, si t'es dans la rotation, t'as quand même cette perspective-là, tu vois, au-delà d'assurer ta place en NBA, parce que ça, c'est évidemment le propre de tous ces mecs-là, qui sont des mecs assez jeunes, hein. Walsh, il a 21 ans, Malinot, il a 23 ans, mais t'as quand même aussi cet enjeu-là, tu vois, de te sécuriser un spot dans une équipe qui, potentiellement, la saison prochaine, te permet d'être réellement très ambitieuse. Et avec des contraintes financières qui seront colossales, c'est-à-dire que tu as les contrats de Tatum et Jaylen Brown, qui vont capter une masse financière colossale. Donc, pour les Celtics, il est important de pouvoir construire avec justement des jeunes joueurs qui jouent crânement leur chance aujourd'hui et qui vont pas te coûter cher, mais qui seront efficaces et qui seront en accord avec ce que tu veux faire sur le terrain collectivement, avec le projet collectif mis en place par Mazzulla, qui connaissent le système. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire magnifiquement. Je trouve que on avait dit que ce serait une saison de transition. Beaucoup les voyaient un peu vraiment s'écrouler au sein de la conférence Est. Ah, mais il y en a qui les voyaient tanker carrément. Voilà. Non seulement ils s'écroulent pas, mais en plus, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de réussir cette préparation pour la saison prochaine, quitte à être bon, quoi. Et à dire à tout le monde, les gars, ça va pas être simple, quoi. Ça va être une soirée, vous allez pas être content, quoi. On va vous faire chier jusqu'au bout. Et puis l'aspect financier. Et j'adore cette mentalité, j'adore ça. Ouais, mais je suis d'accord. Et l'aspect financier que t'évoques, là, aujourd'hui, Walsh, Minot, Kita, etc., c'est tous des mecs, l'année prochaine, ils ont une team option à 2 millions, tu vois. C'est de la folie. C'est de la folie. Et c'est ça qu'ils vont devoir faire de toute façon les Celtics aujourd'hui. C'est ensuite naviguer avec des contrats autour de ce que coûtent Jaylen Brown et Jason Tatum, naviguer avec des contrats beaucoup plus moindres, qui permettent de rester compétitifs avec des. Après, c'est le boulot du front office, c'est ça, c'est identifier des joueurs qui coûtent pas trop cher, mais qui ont du talent et qui correspondent à l'esprit de ta franchise, quoi. Au projet que tu essayes de mettre en place. Ouais, c'est ça, au jeu que ton coaching staff veut mettre en place. Exactement, ouais. Et franchement, Mazzulla, c'est... Ouais, c'est fort. Je n'ai que du respect pour ce type, quoi. Il est vraiment très, très, très impressionnant. Ouais, je suis d'un point de vue stratégique, d'un point de vue, je sais mettre mes joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils réussissent, pour qu'ils aient confiance en eux. Et tu sens que chacun a une mission bien définie sur le terrain. Quand il faut taper du poing sur la table, tu sens qu'il n'a pas peur de le faire. C'est un mec en conférence de presse, il est toujours clair, limpide, il n'est pas là pour raconter du bullshit. Toi, autant, j'apprécie chez lui, c'est qu'il n'y a pas de plan de communication comme chez certains, tu vois. C'est quelqu'un qui est hyper efficace dans ses sorties. Alors c'est un peu austère parfois,
Mais c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Ouais, non, je suis d'accord, et vraiment, il fait un excellent boulot au coaching. En fait, cette saison, c'est un peu, justement, c'est un peu la saison où, parce que mine de rien, quand même, Mazzula, depuis son début de carrière de head coach, il avait du caviar quand même. Alors attention, hein, avoir du caviar, ça veut pas Ouais, forcément dire que ça marche. Hein. Ça demande que aussi c'est beaucoup simple. de. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça demande aussi une énorme intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle, un QI basket énorme de faire fonctionner un groupe aussi étoffé que celui qu'il avait les 2 saisons précédentes. Ouais, puis Mais une n'empêche capacité que à encaisser la pression aussi, ouais, bien sûr. des ambitions qu'on t'impose alors que tu as quasiment zéro expérience derrière toi, quoi. Mais là, l'adaptation qu'il a fait cette année avec un roster qui est beaucoup moins fort, qui Mm. a beaucoup plus de défauts, etc., c'est remarquable. Ouais, Et ouais, franchement, cette équipe, ouais, elle est hyper intéressante et ce coach est vraiment très, très, très solide. il n'y a pas à dire. On va terminer le podcast avec Dallas, la révélation, Charlie. La révélation, Charlie. Je te présente, dans la famille Nemhart, je veux le frère, Ça, Ryan. mais moi, je veux toute la famille, moi. Je veux toute la famille, je veux faire une équipe de Nembart. Exactement. Non mais sans déconner, c'est incroyable. Dans la grisaille de l'automne, ce petit meneur est un rayon de soleil dans la saison des Mavericks. Et Dieu sait que les fans avaient des raisons de désespérer. Le gars, il est non drafté. Il Et a alors, signé un two-way contract. Il lui reste que 34 matchs à jouer. À moins qu'il lui trouve une place. Ça me fait trop rire. C'est exactement ce dont on parlait l'autre fois avec le joueur des Pistons, là, Dennis Jenkins. ouais. Euh, et là, donc, ils ont mis enfin un meneur de jeu au poste de meneur de jeu. Devine ce qui s'est passé, Charlie. Et bah, Eh ça ben, ça s'est marche. vachement mieux passé. C'est C'est fou, quand même. fou. Incroyable. Alors, on savait que ça allait être le problème de cette équipe, hein, alors qu'il y a des intérieurs dans tous les sens et qu'il n'y a pas de meneur de jeu. Ils ont cru que peut-être D'Angelo Russell, ça allait le faire. Sans surprise, ça s'est pas bien passé. Et puis voilà, tu as Ryan Nembhard qui arrive, qui n'a peur de rien, qui est un meneur, lui, qui a été élevé au grain à ce poste-là. Et puis ça permet à Cooper Flag de se libérer sur le terrain parce qu'il joue enfin à son poste. Bien évidemment, le retour d'Anthony Davis y est pour beaucoup, également dans cette petite série de 3 victoires consécutives des Mavericks. Mais c'est beaucoup pour les Mavericks, qui en ont que 8 victoires cette saison. Et ça risque de prendre fin, surtout parce que ce week-end, ils rencontrent le Thunder. Dommage, ça va pas durer longtemps. Mais quel bonheur quand même d'assister à ce retournement de situation. Même si ça s'est passé aux dépens de mon équipe des Nuggets, Ryan Nembhard nous a mis la misère, Charlie. Il nous a mis la misère. Bref, que penses-tu de ce petit Ryan et à quel point tu es déjà en amour face à lui? Ah, déjà, je suis complètement en amour face à lui. Non, mais moi, j'ai une question. Je suis désolé, mais pourquoi ce mec, il a pas Quoi? été drafté? Est-ce que Mais vraiment j'en il a sais pas rien. été drafté parce qu'il fait Mais comment 1m80 c'est et 80 possible? kilos? Peut-être, Mais moi, je crois peut-être. que c'est ça. Hein. Il faut arrêter les scouts NBA, là. Il faut vous réveiller quand même. Hein. C'est fou. Et Écoute, c'est vrai que ouais. lui et Andrew, tu les vois, tu te dis pas, tu te dis pas, attends, c'est quoi? Tu t'as un doute, quoi. Mais tu sais que même Bon, Andrew, hein, il a été pick tellement mais bien tard. sûr, Mais mais bien tellement sûr, tard. Enfin, mais bon, bien bref. sûr. Mais ouais, non, moi, bah, évidemment, déjà, oui, la présence d'un vrai meneur sur le parquet, ça donne de la cohérence à une équipe. No shit, c'est incroyable. Oui, replacer un rookie de 18 piges à son poste, ça marche, Tout d'un incroyable. coup, il est Putain, pas quelle mauvais. découverte, quoi. Et c'est terrible parce qu'en plus tout le monde voyait bien que lui demander d'assumer les responsabilités de la main dès sa saison rookie, c'était vraiment pas lui faire un cadeau. Et d'ailleurs, lui, il a été extrêmement lucide quand il a été interrogé sur le sujet récemment. Là, il a dit que c'était un truc pour lequel il n'était pas encore du tout prêt et que c'était un soulagement d'avoir un mec comme Nembhard à ses côtés. Donc ouais, moi j'aime beaucoup effectivement ce qu'on voit de Ryan Nembhard. Il est adroit à 3 points, il est juste dans sa distribution, il est très très juste. Je comprends pas pourquoi aucune équipe ne l'a drafté. Alors évidemment, c'est toujours plus facile à dire maintenant qu'à l'époque, C'est sûr. Ouais. mais écoute, tant mieux pour Dallas. Et ouais, je suis très séduit par ce qu'il montre. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu à propos de la fratrie Nembhard les déclarations de Spoelstra là après le match face à Miami où il explique que le coach de Gonzaga le harcèle Ouais. depuis des années pour qu'ils prennent les frères Nembhard. Eh ben écoute, pour une fois, Spoelstra, t'aurais effectivement dû écouter quelqu'un d'autre parce que ça aurait été cool. Mais ouais, non, écoute, ouais, le Nembhard très bien, le retour d'Anthony Davis aussi très très bien hein, sur les 2 matchs qu'il fait là contre Ouais. Denver et Miami, il nous fait un sacré chantier, hein, vraiment. Il est Hmm.
il est vraiment très important. Ça change absolument tout sur la défense, sur la domination au rebond. Même, sa présence a même un impact bénéfique sur Cooper Flag. Enfin, voilà, je sais pas du tout où on en Ils ont est. une bonne entente tous les deux. Ouais. Ouais, et puis même, il lui libère de l'espace, quoi. Alors, je sais pas où on en est des discussions, tu sais, les rumeurs qui avaient eu lieu au moment du licenciement de Nico Harrison sur un éventuel trade à venir d'Anthony Davis, mais écoute, peut-être que si Dallas continue son embellie, le front office va changer ses plans, parce que je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe. Maintenant, la question, évidemment, c'est sa capacité à enchaîner les matchs. Mais ça fait plaisir de voir les Mavs comme ça. Franchement, moi, j'étais tellement triste pour les fans des Mavs après le trade de Luka Doncic que tout embelli est bonne à prendre, quoi. Ouais, puis alors là, la classe absolue, Ryan, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui nous a servi là sur les 3 matchs consécutifs, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est absolument magnifique. Ah ouais, je suis d'accord. C'est totalement inattendu. Sauf que ce mec-là, il a une compréhension du basket, une Oui, voilà. propreté dans l'exécution de ce qu'il voit. Tu vois, la coordination œil-main est très très bonne. Enfin, ouais, non, Les c'est fort. changements de rythme, Ouais. la façon dont il attend, dans la patience qu'il a pour attendre que la défense bouge exactement au moment où il va falloir passer le ballon. Non, puis il est propre, quoi. Enfin, Il tu est, vois, ouais, ouais. contre Et les Nuggets, là. c'est le premier joueur non drafté de l'histoire à compiler 25 points, 10 passes décisives sans avoir perdu aucun ballon de l'histoire. Bah là, contre Denver et Miami en cumulé, c'est 23 passes décisives, une perte de balle. C'est un C'est ratio qui est extraordinaire. fou. C'est un ratio qui est C'est fou. extraordinaire. J'adore ce genre de truc, bordel. C'est vrai que pour ça, cette ligue, des fois, elle est trop fun, quoi. C'est trop fun Ouais, non, d'assister mais à ce genre ça, de choses. je vais devoir racheter un NBA 2K pour faire une équipe avec Ryan et Andrew. Ça va être obligé, ça. Mais le problème d'Anthony Davis, ça a jamais été son talent au final. Le problème d'Anthony Davis, c'est sa longévité. Oui, mais on lui a quand même beaucoup manqué de respect après le trade. Ouah, je Non trouve mais pas, non moi. mais non mais c'est normal, tu vois. Il était comparé à Luka Doncic, évidemment, et en plus il y avait l'autre débile de Nico Harrison qui t'expliquait que tu gagnais mieux avec un Anthony Davis qu'avec un Luka Doncic. Alors forcément, ça l'a desservi. Mais quand même après le trade, Anthony Davis, de temps en temps, quand je Hmm. lisais des trucs, j'avais l'impression qu'on parlait limite d'un role player, quoi. Je sais pas, moi j'ai pas trop eu cette impression-là. Moi j'ai toujours eu l'impression quand même que la majorité du temps, c'était de dire, enfin, tu transfères pas Luka Doncic déjà, Non. contre n'importe qui. Et secondo, surtout pas pour un joueur qui est injury prone et qui a 32 piges, quoi. Et Oui, et qui puis se qu'il n'y a pas pète la, absolument tout le temps. non, mais c'est surtout en fait qu'il a pas la mentalité d'un franchise player, Anthony Davis. Hmm, Il a pas cette mentalité tu vois, de prendre les choses en tout à main, fait. de se mettre en avant, de revendiquer des choses. Voilà, il a plein de côtés qui sont frustrants par rapport aux attentes qu'on a de lui, mais ça reste un joueur exceptionnel. Complètement. Mais je sais pas quelle équipe va aller chercher ce type-là. Qu'est-ce que tu donnes pour un joueur comme Anthony Davis? Aujourd'hui, tu sais très bien qu'Anthony Davis, sa durée de vie dans la ligue, elle est quand même limitée. Bah, surtout qu'il va avoir 33 ans en début d'année prochaine, hein. Ouais. C'est-à-dire que même, encore une fois, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Anthony Davis est un excellent joueur. On le constate depuis son retour. On le voit très bien. C'est évident. Ce mec est extraordinaire sur un terrain. Il est très, 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 très bon. Il change littéralement le visage de ton équipe sur le terrain. Ça, on le sait tous. Le problème, c'est que voilà, dès qu'il se fait une jambe, un bras, une épaule ou je ne sais quoi d'autre, ou un œil ou je sais quoi, ben voilà, c'est terminé quoi. Et tu vas en avoir pour des semaines, pour des mois, voire pour la saison entière, et c'est perdu. Et aujourd'hui, à ce niveau de sa carrière, l'indice de confiance sur sa capacité à traverser une saison sans se péter un moment ou un autre, il est quand même extrêmement bas. Donc je vois pas pourquoi une équipe qui a un jeune talent et des pics de draft irait filer quoi que ce soit pour récupérer un mec comme ça. Je ne Bah, comprendrais pas. non, moi non plus, sauf si t'es déjà une équipe avec des ambitions et que t'estimes C'est qu'il peut ça, être ouais. la toute dernière pièce pour aller au titre, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ouais, une un équipe gros comme pari, OKC, quoi. ouais, c'est ça. En fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, OKC donne l'impression d'avoir trop de marge, tu vois. S'il y avait pas cette espèce de domination aberrante d'une équipe, je pense qu'il y a plus de franchises qui se diraient, mais c'est peut-être notre shot cette année, tu vois. C'est peut-être notre possibilité. Mais là, le problème, c'est que
Enfin, tu vois, moi, je suis à la tête d'un front office, je vois le Thunder, je me dis, oula. J'attends l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Je me dis, même avec Anthony Davis en plus, je vais pas les chercher, quoi, les mecs. Ouais. Ouais, on n'a même pas parlé de ça. En plus, les Clippers, ils vont filer leur pick cette année au Thunder. Et en 2027, t'as un pick swap, quoi. Avec les Clippers. C'est n'importe quoi, là. Ouais. Oh, la vache. Et vivement que ça soit derrière eux, tout ça. Hein. Ok. Ouais, bah, ce sera pas tout de suite, hein, derrière eux, malheureusement. Non, bah écoute, 2027, été 2027, ça sera... Oui, enfin, si tu fais pas plus de conneries d'ici là, quoi. Si t'es encore fan... Ouais, t'as raison. T'as tout à fait raison, Charlie. Si t'es encore fan des Clippers à ce moment-là, tu pries pour que ça se passe bien et que... Parce que tu vois, là, les Clippers, par t'arrives en exemple, 2027 en un seul morceau. Tu vois, là, les Clippers... Moi, je serais eux, je transfère Kawhi, hein, dans la... Ouais, moi, j'allais dire, imagine, là, les Clippers qui vont chercher Anthony Davis, là, par exemple, là, tu vois. L'année prochaine, ce sera Bradley Beal, James Harden, Kawhi Leonard et Anthony Davis. Et on fait venir Zion. Allez. Et la boucle est bouclée. Et Ja Morant. Génial. La bonne équipe, quoi. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, 1h05, on s'est fait plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un excellent week-end. Ciao, bye bye.